Et sur ce, je vais revenir sur ma fin, sur la fin de l'histoire, sur mes spoils, sur mes envies de parler des potentielles incohérences, etc. Le truc que je voulais pas oublier de vous dire tout à l'heure, c'est que dans la scène où ils combattent le loup-garou, donc Beverly lui tire une bille dessus, une bille d'argent dans la tête, et ça souffre pour la première fois de sa vie. Ensuite, ils ont plus de billes, et Bill décide de bluffer en disant « Allez, vas-y Beverly, tire, tue ça », et Beverly comprend, et elle cache la fronde pour pas montrer qu'elle est vide, et elle fait genre ouais, c'est bon, je vais le tuer, et tous les autres répètent « tue ça », et pour faire peur à la créature, quoi. Et ça fonctionne. Alors ça me laisse extrêmement dubitatif, parce que jusqu'à présent, on pouvait quand même largement comprendre que ça était capable de lire dans les pensées. Parce que ils voient les peurs des gens, alors que elles sont pas écrites sur leur tête, leurs peurs. Ils y accèdent dans leur, justement, dans leur inconscient, dans leur esprit. Alors comment ça se fait qu'il peut lire dans leurs pensées dans une certaine mesure, mais pas complètement? Comment ça se fait qu'ils arrivent quand même à le surprendre, malgré le fait qu'il ait cette capacité-là? C'est une question qu'on pourra se poser plus tard, mais je trouve qu'à aucun moment ça a été aussi présent qu'à ce moment, le fait qu'ils aient vraiment pu le bluffer. Parce qu'à d'autres moments, on peut se dire que eux-mêmes, ils ont pu, entre guillemets, réagir vite, s'être sentis désespérés l'instant d'avant, et soudainement s'être dit « Non, putain, je vais pas me laisser faire, connard !» et avoir un espèce de sursaut où, du coup, même en ayant lu dans leurs pensées l'instant d'avant, ça pouvait ne pas s'y attendre. Alors qu'à ce moment-là, il aurait dû, entre guillemets, pouvoir se rendre compte qu'il bluffait. Alors, est-ce qu'il l'a pas fait parce qu'il était trop accaparé par sa souffrance pour lire dans leurs pensées à ce moment-là? C'est possible. Ou est-ce que, moi c'est ce que je me suis dit, et du coup je vous le dis et vous me direz ce que vous en pensez, est-ce que ça ne lit pas véritablement dans les pensées, mais que, un peu comme moi je l'ai fait dans ma fic à propos des Pokémon Ténèbres, est-ce que, en fait, justement, il perçoit juste les émotions, entre guillemets, en surface, ou les pensées en surface, les choses qu'on formule un peu en mots, et les pensées qui se visualisent vraiment en images, mais qu'il ne peut pas lui-même feuilleter les pensées comme on lit un livre, en cherchant une information précise. Et que du coup, si on arrive suffisamment bien à se mentir à soi-même, on peut lui mentir à lui aussi. C'est tout à fait possible que ce soit ça, parce qu'on a vraiment l'impression que ça se surprend lui-même à chaque fois qu'il adopte une forme. Une fois qu'il les a déjà adoptées, il se souvient quelle forme correspond à qui, mais sur le moment, on n'a pas l'impression qu'il contrôle vraiment ce qu'il fait et qu'il prend une décision consciente. On dirait vraiment qu'il se dit je vais en face de tel enfant, je me branche sur ses peurs et je me laisse aller dans ce que ça fait. Et d'ailleurs, quand c'est comme ça qu'il le défonce quand il est en forme d'œil, parce que l'œil, ça fait peur à Richie, mais ça fait pas tant que ça peur aux autres, et ça contribue à ce qu'il soit plus facile à battre à ce moment-là. Le fait que, c'est tout simplement le fait qu'il soit plusieurs, mais que du coup, la peur d'un n'étant pas la peur des autres, ça lui donne aussi des faiblesses. Si tu t'essayes d'optimiser les choses quand tu fonctionnes comme ça, tu vas regarder dans les esprits de chacun, essayer de trouver le truc qui leur fait le plus peur à eux tous en tant que globalité. Et tu vas faire une moyenne en fait. Tu vas pas juste prendre la peur du premier qui est rentré. Et là en fait on dirait que ça ne peut pas faire autrement. Il est obligé de se brancher sur un esprit précis pour en extraire la peur. Et du coup il peut switcher mais il peut pas... il a pas l'air de pouvoir créer une sorte de chimère qui cumule les peurs de tous. Alors que, techniquement, ça aurait pu être plus efficace. Il aurait très bien pu se transformer en un géant avec... un géant, c'était aussi la peur de Richie, donc ça sert à rien. Mais genre un œil qui ressemblerait à l'œil du père de Beverly. Je sais pas, moi, qui aurait aussi des dents avec une gueule de loup-garou ou quoi que ce soit. Et puis qui aurait des petites ailes sur les côtés pour faire le truc de l'oiseau. Je sais pas, il aurait pu faire un mix. Après, vous allez me dire, c'est pas parce qu'on prend des petits éléments que forcément ça fait peur autant que le truc lui-même dans sa globalité. Parce que la peur, ça vient aussi d'une configuration précise. La peur d'un oiseau, ça vient de la forme, des proportions. C'est pas juste un oiseau, le concept même d'oiseau, on va dire, qui fait peur. C'est vraiment une image souvent. La peur, c'est quelque chose de très concret. On pourrait s'être beaucoup foutu de ma gueule parce que dans mes cauchemars, j'avais peur justement de sons précis, d'images précises, de mots précis. Mais en fin de compte, je pense que c'est toujours quelque chose comme ça qui fait peur aux gens. C'est juste qu'eux, ils s'en rendent pas compte parce qu'ils voient les choses justement dans leur globalité. C'est la capacité des neurotypiques par rapport aux autistes, quoi. Ils voient les choses justement toujours comme une globalité avec des éléments saillants, mais le fait qu'ils hiérarchisent, ça leur fait percevoir les choses d'une manière générique. Ils vont vraiment se dire c'est un oiseau et pas c'est, je sais pas, une forme géométrique précise ou une ombre précise. Ils vont pas voir exclusivement la chose qui, eux, les terrifie. Ils vont quand même voir le concept
général tel que généralement les humains le reconnaissent, parce que leur esprit est habitué à mettre les choses dans des cases en fait. Enfin, leur esprit il fait ça automatiquement. Moi, le mien il le fait pas, donc si j'ai peur d'une chose précise, je vais rêver de cette chose précise et pas d'autre chose. J'ai jamais eu peur de monstres ou de trucs comme ça, parce que j'ai jamais vu le problème là-dedans en fait. Pour moi, ce qui me faisait peur, c'était les choses incompréhensibles. Et voilà, du coup, j'avais plus peur d'un mot, d'un son, d'une lettre, d'une forme, d'un truc comme ça. Et les gens normaux, en voyant les trucs qui, moi, me faisaient peur, ils pouvaient juste trouver ça con, parce qu'en fin de compte, ce qui permet que tout le monde s'identifie à la peur de quelqu'un, c'est justement parce que c'est remis à quelque chose de général. Enfin, c'est parce que les gens rationalisent et que la rationalisation est passée dans la culture générale, on va dire. Par exemple, quand on a peur des araignées, les gens vont pouvoir se dire ouais, mais c'est parce que si on s'imaginait cette bestiole à notre taille par rapport à nous, ce serait un putain de prédateur, on serait menacé, etc. C'est con, parce qu'en réalité, les araignées, elles ont jamais été d'une taille proportionnelle à nous, et ça n'arrivera pas, il n'y a pas de raison d'imaginer que ça arrive. Mais il suffit de se dire ça pour se dire ah bah oui, c'est pas con, et quand tu vois une araignée, après t'as peur parce que tu te dis ouais... Effectivement, si elle faisait ma taille, je serais dans la merde. C'est un exemple à la con ce que je vous dis, mais je pense que c'est pour ça que les peurs de la plupart des gens paraissent compréhensibles aux autres, alors que les miennes, non. Parce que les miennes, tu peux les transposer, en faire tout ce que tu veux, ça ne veut rien dire, c'est pas parlant en fait. Il faut que je vous explique le contexte précis qui m'a fait peur et ce que j'ai ressenti précisément, et même comme ça, je pense que vous pourrez pas vraiment le comprendre. Et je pense que voilà, du coup, la peur pour moi, ça se résume quasiment à une sensation physique, même si c'est une sensation mentale en vrai, mais justement c'est quelque chose de trop subjectif, parce que je le rationalise pas. Enfin, aujourd'hui je peux le faire probablement, mais en tout cas dans mes peurs d'origine, de quand j'étais enfant, je les rationalisais pas. D'ailleurs du coup ça avec moi il aurait été bien emmerdé. D'une certaine manière ça aurait pu être facile, mais si j'avais eu des amis il l'aurait défoncé, parce que s'il avait dû prendre la forme d'un chiffre précis ou d'un mot précis, ou incarner justement une forme, un truc comme ça, je sais pas comment vraiment il aurait fait, parce que pour un être vivant, c'est juste pas adapté, quoi. Globalement, j'avais pas peur des êtres vivants. C'est peut-être un peu dérivé ce que je dis au départ, c'est pas de ça que je parlais. Mais tout ça pour dire que ça, il a pas l'air justement capable de vraiment décider de ce qu'il fait. Donc est-ce que c'est une incohérence et qu'il aurait dû pouvoir lire dans leurs esprits et que c'était une facilité scénaristique qu'il le fasse pas, ou est-ce que en fait il lit pas dans les esprits? Moi, je penche plutôt pour la deuxième solution. Après, évidemment, vu que j'adore ce livre et que ça fait des années que je l'ai lu et que la créature est passée dans mon inconscient, etc., parce que j'ai fait plein de cauchemars de ça depuis, je pense que j'en referai. Du coup, forcément, je vais avoir tendance à rationaliser et à trouver des moyens de combler moi-même les trous. Donc après, à vous de voir, mais moi je vous dis ce que j'en pense, à vous de voir si c'est une faute de logique ou s'il faut juste bien comprendre justement comment ça fonctionne. Encore une fois, pour moi, je pense que ça peut pas être une faute de logique, parce que j'ai l'impression que Stephen King a vraiment écrit sa propre peur et qu'il a suivi, en quelque sorte avec courage, le fil de sa propre peur et qu'il l'a déroulé jusqu'au bout. Et du coup, je pense pas qu'on puisse remettre en question quelqu'un qui fait quelque chose d'aussi honnête. Je pense pas qu'il ait décidé à un moment de tricher avec lui-même pour être capable de gagner. S'il avait fait ça, il y aurait un problème et je pense qu'on l'aurait ressenti. Mais là, j'ai vraiment l'impression qu'il a affronté une de ses peurs en direct et qu'il l'a vaincue. J'en ai d'autant plus l'impression qu'avec des livres, justement, comme Cimetière, on se rend compte qu'il est capable d'écrire ses défaites et de les mettre en scène et de les montrer jusqu'au bout, même dans ce qu'elles ont justement de moche et d'impudique. Donc je le crois d'autant plus honnête sur la fin de ça. Le fait que lui-même, il a réellement pu venir à bout de quelque chose à travers ce livre. Et donc c'est pour ça que je pense qu'on peut totalement lui accorder le bénéfice du doute et se dire que c'est pas une incohérence, c'est un flou, et si on a envie de combler le trou, on peut le faire. Je pense pas qu'il y ait de malhonnêteté à le faire. Je le fais avec amour, comme lui il a écrit ce livre avec amour, et c'est ça qui en fait la cohérence. Donc après, vous pouvez rationnellement ne pas être d'accord, mais émotionnellement pour moi c'est logique. Évidemment c'est subjectif et c'est pour ça que je l'explique dans le détail. Donc ça c'était un exemple. Par rapport à la fin, une chose que j'ai remarqué et que j'avais envie de vous dire, c'est que je m'étais pas du tout posé la question à l'époque, mais ça est une femelle. Elle a pondu des œufs. Personne ne s'est demandé avec qui elle les a pondus. Bon, il faut croire qu'elle se reproduit par parthénogenèse. À l'époque où j'ai lu le livre pour la première fois, je savais même pas que c'était possible, et je suis très étonnée de ne pas m'être posé la question.
Alors vous me direz si vous l'êtes posé, si vous vous êtes dit bah oui évidemment et je connaissais déjà le concept, ou si vous aussi vous vous dites maintenant que tu le dis, merde quoi, parce que ce serait quand même ballot d'avoir éliminé tous les petits et que finalement il y a un mal quelque part qu'on connaît pas. Je pense aussi, j'ai énormément aimé, je sais pas ce que vous en penserez mais ça m'intéresse justement de vous en parler parce que j'ai énormément aimé le concept de la tortue. Je trouve ça dommage que encore une fois, la tortue ait été une incarnation de Dieu ou qu'elle soit retournée en Dieu ou je sais pas quoi, et qu'on ait eu un commentaire d'elle après, à la fin de tout, alors qu'elle était censée être morte, qui disait bien joué mon fils, habile. Même si, évidemment, la première fois que je l'ai lu, ça a dû m'émouvoir, parce que je me suis dit, voilà, genre les choses ne disparaissent jamais, meurent jamais, etc. C'était quelque chose que j'avais envie de croire à l'époque. Mais voilà, je trouve ça un peu trop facile, parce que bon, si la tortue a survécu, je vois pourquoi ça aurait pas survécu aussi. C'est genre on l'a chassé plus loin, mais voilà. Hein. Je vois pas pourquoi il y a que les choses gentilles qui auraient le droit d'avoir une vie après la mort. Cet aspect me dérange un peu aujourd'hui. Mais sinon, la tortue, j'ai vraiment adoré ce qu'elle dit, oui, fils, c'est moi qui ai craché l'univers, mais pas de reproche, j'avais des problèmes de ventre et tout, enfin j'avais mal au ventre quand je l'ai fait. Bah, je trouve ça génial, parce que au début, on pouvait se dire, quand c'était le point de vue de ça qui nous parlait de la tortue, et qui nous disait, oui, elle a gerbé l'univers et tout ça, on pouvait se dire, ouais, mais bon, en même temps, il l'aime pas trop, donc il est pas très objectif. Mais en fait, que elle-même, elle dise ça, genre, pas de reproche, c'est bon, j'avais mal au ventre. Je trouve ça à la fois très mignon et en même temps, justement, ça nous fait sentir l'absurdité universelle, mais en même temps qu'on la ressent, on ressent une espèce d'affection. C'est un peu comme dans le Guide du routard galactique, où la phrase ultime de Dieu à sa création, c'est genre... c'était quoi déjà ? C'était désolé du dérangement ou je sais plus, c'était un truc comme ça. Bon, bah, je trouve ça vraiment génial, ce genre d'idée, que, en fait... le créateur du monde n'en a pas fait exprès et qu'il a conscience que c'est pas terrible quand même ce qu'il a fait, mais il est désolé, mais bon, il a pas pu faire autrement. J'aime beaucoup ce genre d'idées. Évidemment, ça va probablement pas trop plaire aux croyants plus traditionnalistes. Après, du coup, vu que Stephen King met quand même Dieu au-dessus de la tortue, je pense que du coup, ça va pas les déranger. Bah, du coup, moi, c'est si, un petit peu. Mais voilà, je trouve cette idée... vraiment cool et je tenais à le souligner. Globalement, j'adore le combat final de ça et des enfants, le concept de glisser dans un espèce de monde intercalaire entre les mondes et tout. C'est ce que je fais depuis des années dans mes rêves, avec mes interrêves et tout, donc je suis pas sûre que je l'ai pris là parce que ça a pas commencé instantanément après que j'ai lu ça. Mais en tout cas, ça y a certainement contribué. Et puis, bah, l'idée qu'il y ait un macro-univers au-delà de ça, c'est quelque chose qui m'est toujours resté. Évidemment, ça s'est consolidé après avec l'univers de Lovecraft, mais je pense que c'était la première fois que vraiment ce truc était mis en mots, conceptualisé et tout. Je dirais pas que j'y avais jamais pensé avant, je m'en souviens plus. Je pense que, ouais, c'est vraiment, encore une fois, quelque chose qui m'a permis de le cristalliser, de le sauvegarder, alors que ça aurait pu être une idée en l'air qui serait repartie comme elle était venue. Et puis bah, les lumières mortes aussi, c'est quelque chose qui m'est toujours resté en tête. J'avais déjà dans l'esprit le fait que la lumière orange, c'était quelque chose de néfaste. J'avais déjà fait des cauchemars avec des lumières oranges et tout avant. Et bah, du coup, ce livre a contribué à renforcer cette idée en moi que la lumière orange, c'était une lumière morte, justement. Bah ouais, vraiment des choses qui m'ont marqué à vie et qui ont modifié mon inconscient et tout ça. Et c'est vraiment un putain de talent, une putain de qualité d'être capable de faire ça. La fin, elle est vraiment géniale. Non seulement le combat contre ça. Alors oui, on va parler vite fait du fait que Beverly est couchée avec les 6 garçons qui formaient donc la bande des amis de ceux qui ont combattu ça. Bah, moi, c'est quelque chose que j'ai toujours trouvé cool. Et je suis un peu attristée par les réactions des gens, en fait, par rapport à ça. Donc, un ami, il y a très longtemps, à qui j'avais fait lire ça, m'avait dit « Mais ça t'a pas choqué ils font une tournante dans les égouts, c'est dégueulasse et tout. » Et je lui avais dit « Bah non, en fait, moi, j'ai pas du tout vu ça comme ça. » J'ai vraiment vu pas que, mais j'ai vu majoritairement ce qu'ils faisaient spirituellement, entre guillemets. Le fait qu'ils reformaient leur cercle à travers ça. Et j'ai trouvé ça beau. Je me suis pas dit, c'est 6 garçons qui sont en train de violer une fille en quelque sorte dans un égout ou de profiter d'elle ou je sais pas quoi. Enfin, je veux dire, c'est elle qui a pris la décision et c'était pas facile pour eux de le faire. Et c'est quelque chose qui était là justement pour les ressouder et leur redonner confiance. Donc vraiment, l'idée que le cul permette de se rassurer et surtout quand on le découvre,
quand on est enfant et que c'est aussi quelque chose de terrifiant, et que d'une certaine manière c'était aussi un combat contre ses peurs de faire ça, bah non, moi je trouve vraiment ça beau. Et d'ailleurs j'ai adoré, là en le relisant, parce que ça c'est quelque chose que j'avais oublié, le fait qu'il parle du fait que les ados aussi, quand ils sont ados, pour parler de cul, disent ça, genre est-ce que t'as déjà fait ça, est-ce que t'as déjà vu ça, machin, et que c'est pareil, c'est un espèce de monstre informe qui les fascine et les terrifie en même temps. Ben juste pour moi, ce truc à lui seul justifie ce passage, parce que en fait le cul ça aurait pu être une des incarnations de ça, et il faut justifier pourquoi ça l'est pas en fait. Et ça ne l'est pas justement parce qu'il y a ce côté intersubjectif, ce côté où ça mène à une relation à autrui, justement le côté un peu sacré de la relation à autrui, le fait de pouvoir former un tout qui est plus que ses parties. Les 7 dans leur amitié, on parlait depuis le début qu'ils avaient la sensation de former un tout qui était plus fort que toutes ses parties. Et c'était difficile de ne jamais parler de cul en parlant de ça, parce que concrètement, être à deux et ne former qu'un, c'est typiquement ce qu'on fait avec le cul et avec l'amour. Hein, parce que le cul sans amour, évidemment, ça a toutes les raisons d'angoisser et de faire partie des peurs ou même des visages de ça. D'ailleurs, c'est pas pour rien que le père de Beverly, il va quasiment l'agresser sexuellement quand il est possédé par ça. Le cul dans ses aspects négatifs, il fait partie des peurs comme les autres. Mais le cul dans son aspect justement positif, fusionnel, où on a de l'empathie pour l'autre et où vraiment on essaye d'avoir l'humilité de s'oublier dans un tout plus vaste, et ben c'est vraiment ça qui incarne justement la tortue, qui incarne leur amitié, qui incarne tout ce qui a fait qu'ils ont pu justement former une entité globale à eux 7, et que c'est grâce à ça qu'ils sont venus à bout de la créature qui sinon aurait été plus forte qu'eux individuellement. Donc non, moi je trouve ça vraiment très bien trouvé et que c'était à sa place. Donc là, l'amie qui l'a relu et avec qui j'en ai parlé m'a dit que elle, ce qui la dérangeait, c'est pas que ce soit arrivé, mais c'est que ce soit dit explicitement. En le relisant, moi, ça m'a vraiment pas dérangé. Et encore une fois, limite, je trouve que c'était plutôt positif. Parce que moi-même, si j'avais écrit du cul à l'époque où j'étais ado ou quoi, j'aurais écrit que des métaphores. Parce que justement, je trouvais ça crade, etc. Mais justement, ça aurait été une manière d'esquiver mes angoisses plutôt que de les affronter. Je trouve ça mieux, encore une fois, de montrer le côté faiblesse, le côté moche, le côté sale, le côté... Enfin, tout ce qu'il y a d'imparfait dans l'humanité. Le fait de le montrer, ça renforce la beauté de se dire qu'on arrive quand même à quelque chose de presque transcendant à partir de ça. Donc pour moi, le fait que la métaphore avec les oiseaux, etc., soit extrêmement belle, en contraste avec le fait que sur le moment, ce qu'ils font, c'est un peu gênant. Je peux pas dire dégoûtant, parce que c'est pas dégoûtant du tout ce qu'ils font, mais c'est gênant à regarder, effectivement. Et ben, pour moi, c'est aussi ce qui en fait la beauté, parce que c'est une beauté tragique en quelque sorte. Et d'ailleurs, les garçons disent à Beverly, non, ne fais pas ça et tout quand elle commence à se déshabiller, parce que justement, tout le monde voit ça comme une sorte de sacrifice. Et s'il n'y avait pas les détails physiques qui montraient le côté salissure, le côté qui montre que pour la plupart des gens, justement, ça va être quasiment, j'ai envie de dire, un péché, quelque chose de mal et quelque chose qu'on pourra lui reprocher, sur lequel on pourra la juger, etc. Mais ça existe et c'est réel. Et elle a réellement pris en connaissance de cause le risque de sacrifier ce truc, de se faire juger par les gens, de faire quelque chose que tout le monde mépriserait. Et elle a accepté justement d'affronter le côté douloureux, ridicule, répugnant, etc. Et pour moi, ce serait pas respecter son sacrifice que de le nier et de ne pas le montrer, en fait. Je pense que, comme de la même manière que si quelqu'un meurt se sacrifie pour te sauver, je trouve que c'est respectueux de le regarder en face. Pareil, hein, quand on voit un cadavre ou quoi, moi je supporte pas des histoires ou quoi que ce soit où il y a des gens qui hurlent et qui se détournent et tout, parce que pour moi, c'est pas respectueux pour les gens de ne pas être capable de les regarder en face dans ces moments-là. Parce que justement, la mort, ça fait aussi partie de nous, ça fait aussi partie d'eux. On est tous des corps avant d'être des esprits. L'esprit, ça vient du corps et il faut arrêter les conneries de s'imaginer qu'il y a justement une transcendance ou un espèce de truc décorrélé, enfin un dualisme quoi. Non, c'est vraiment du déni de faire ça. Et justement, moi je pense qu'il faut regarder du coup les côtés dégueulasses du cul et apprendre à les accepter et pas juste à faire l'autruche. Donc moi je suis vraiment pour le fait que cette scène soit décrite explicitement. Je suis pas pour qu'on le retire. Même si le truc qui m'a un petit peu dérangé, pour parler vraiment du détail, c'est que Beverly demande au garçon est-ce que tu n'as pas, est-ce que t'as, etc., sans être capable de trouver le mot.
Je me dis que peut-être que c'était réaliste à cette époque, parce que encore une fois, en 58 et aujourd'hui, les enfants... Enfin, et aujourd'hui, bon, je suis pas assez jeune pour dire aujourd'hui. Non, en 58 et dans les années 2000, les ados ne sont pas les mêmes. Du coup, peut-être qu'à l'époque, effectivement, ils étaient au courant de ce qui était censé se passer physiquement sans avoir les mots. En tout cas, moi, à 11 ans, j'étais plutôt dans le cas inverse. J'entendais les mots sans arrêt, parce que tout le monde quasiment parlait de cul autour de moi, mais je savais pas réellement ce qu'il signifiait. Donc, on me disait le mot éjaculer, je le connais, je le trouvais dégueulasse. Et quand on me le disait, j'étais en mode je veux pas entendre ça, je veux pas écrire ça, etc. Mais on m'aurait dit ouais, tu sais qu'un mec, quand il se finit, il y a un liquide qui sort et tout. J'aurais été en mode bon, sérieux. Alors franchement, voilà. Alors que là, Beverly, elle a l'air de savoir ce qui est censé se passer, mais de pas avoir le mot. Et je me dis bon, c'est possible, admettons, mais ça, spontanément, instinctivement, ça me semble irréaliste, parce que pour moi, on n'est pas censé savoir comment ça se passe le cul quand on l'a jamais fait et qu'on nous en a pas parlé, etc. On peut en avoir entendu parler, mais justement, c'est très éloigné de la réalité, ce qu'on croit. Parce que justement, les choses qui s'amplifient, c'est les espoirs et les peurs, etc. Et du coup, ça s'éloigne vachement du côté concret, très terre à terre du truc. Ça m'a un peu dérangé, le fait qu'elle ait l'air d'attendre ça, et même le fait que les garçons soient pas capables spécialement de se finir. Après, c'est peut-être parce qu'ils étaient pas dans un moment, entre guillemets, agréable pour eux, et que c'est vrai que la situation était vachement chelou. Mais on dirait que Stephen King, enfin, en tout cas la première fois que je l'avais lu, c'est comme ça que je l'avais pris, montre qu'ils sont pas capables parce qu'ils sont trop jeunes. Voilà, les mecs, vous me confirmerez ou vous m'affirmerez si je me trompe, parce que... mais de ce que je sais aujourd'hui, j'ai bien l'impression qu'on est capable de s'unir bien avant 11 ans, et que ça pose pas de problème majeur en soi, enfin, je sais pas. Je pense qu'on en est capable dès qu'on est petit, enfin, peut-être dans les 6 ans, quoi. Vous me direz ce que vous en pensez si je me trompe, mais je trouve ça assez étonnant. Donc le fait que là, on nous montre que le fait que Ben et Bill soient les seuls à y arriver, ça montre qu'ils sont plus amoureux pour Ben et plus adultes pour Bill. Je sais pas, ça me laisse un petit peu perplexe, mais en tout cas, voilà, il y a des détails comme ça qui m'ont légèrement tarabusté, un petit peu gênée, où je me dis... est-ce que c'est moi qui me trompe ou est-ce que c'est assez chelou comme vision de la réalité? Mais sinon, moi, j'aime vraiment cette scène. Je l'ai trouvée vraiment très belle en la relisant et c'est une de celles qui m'a le plus émue. C'est une de celles qui m'a le plus émue, vous allez dire, oui, bah c'est bizarre quand même, parce que toi, t'aimes pas le cul et tout, comment ça se fait? Mais en fait, c'est parce que autant toutes les autres scènes où ils arrivent à vaincre ça, à vaincre la peur, etc., c'est toujours grâce à la foi. Et la foi en quoi, franchement, quand c'est Stan qui crie ses noms d'oiseaux, Eddie qui balance des coups de son inhalateur, ou Richie qui balance des répliques, etc. La foi en quoi, sincèrement? C'est pas vraiment en eux-mêmes, c'est comme si c'était la foi en elle-même qui leur avait fait mal, mais ce en quoi ils ont la foi me paraît faux et illusoire quand j'y réfléchis. Et ça m'embête un peu, même si je me dis, je comprends. Parce que peu importe en quoi on a foi, effectivement, ça peut nous permettre de nous dépasser, de soulever des montagnes, etc. Même si, des petites montagnes, il faut quand même rester réaliste. Mais le fait que ça donne de la force, la foi, ok. Mais quand je réfléchis et que je cherche en quoi ils ont foi, est-ce que j'ai l'impression qu'ils ont raison ou pas, j'ai l'impression qu'ils ont tort et que c'est du vide, et ça me rend triste. Ça me rend plus nostalgique qu'autre chose. Alors que à ce moment-là, le fait qu'ils fassent ça pour reformer un tout, et que ça les aide, et ben ça me paraît la seule chose réellement réelle et consistante en quoi ils ont placé leur foi, en fait. Parce que là, à ce moment-là, ils ont placé leur foi les uns dans les autres. Et ça, c'est réel, je veux dire. Placer sa foi en autrui, c'est concret, et voilà, la personne existe réellement. Si ça nous permet de nous dépasser et que ça permet à la personne aussi de se dépasser, eh ben c'est peut-être ce qu'il y a de mieux à faire au final. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est la seule chose qui me paraît ne pas déboucher sur un espèce de vide un peu gênant où on se dit... est-ce que c'est une illusion? Est-ce que ça va se casser la gueule? Est-ce que si je me fie dessus, ça va tenir? Je sais pas. Alors que là, j'arrive encore à y croire. Donc peut-être que c'est extrêmement optimiste de ma part d'avoir encore foi en autrui. Parce que voilà, je pense que plein de gens vont me trouver pessimiste, mais plein de gens vont me trouver trop optimiste aussi. Mais oui, en fait, le truc c'est que... En tout cas, autrui, peut-être qu'il mérite pas notre confiance, mais en tout cas, il existe et il est réel et ça a quand même du sens de la lui offrir par rapport à Dieu ou ce genre de truc. C'est un risque qu'on prend, on a tort ou on a raison, mais en tout cas, la réponse, on l'aura, justement. Et ça sera concret. Donc, ouais. Moi, c'est pour ça, vraiment, que ça m'a plus touchée. C'est parce que là, j'avais vraiment l'impression
que ce qu'il faisait avait un sens et que ça pouvait peut-être être une force réelle et pas juste quelque chose d'un peu illusoire, où en fait, si vous voulez, la foi dont ils font preuve avec l'inhalateur et compagnie, j'ai l'impression que c'est en fait de la foi en soi-même, mais qui a besoin d'être masquée parce que sinon elle tiendrait pas debout. Et ça me dérange. Quelque chose qui a besoin nécessairement d'être un mensonge ou une illusion pour tenir debout, moi je peux pas l'accepter. C'est pas dans ma manière de fonctionner. Moi qui suis tout le temps à la recherche de la connaissance et de la vérité, etc. Cette espèce de chose qui ne peut qu'être une entourloupe pour tenir debout, qui a besoin d'être une entourloupe, j'arrive pas à l'accepter. Même si je me rends bien compte que ça donne de la force et que en passant, je me prive de quelque chose et que d'une certaine manière ça m'affaiblit et que c'est dommage. Mais voilà, ça va un peu contre mes principes et ça m'offense presque, je dirais, comme Stan qui dit qu'il supporte pas juste l'existence de ça, pas parce que ça lui fait peur, mais parce que ça offense sa vision du monde. Bah moi, ça c'est un peu pareil en fait. Ça offense mes idéaux, etc. de penser qu'une illusion puisse être la solution ultime. Que ça puisse fonctionner, je veux bien, mais que ça puisse être la meilleure solution, je l'accepte pas. Donc c'est très dogmatique de ma part, je le sais. Peut-être que j'ai tort, peut-être que je devrais trouver une autre manière de fonctionner, mais moi je peux pas. Je peux pas, j'ai une intolérance comme ça aux illusions et aux mensonges qui fait que j'ai un problème et que je peux pas m'arrêter là-dessus. J'aurais besoin de trouver quelque chose qui a au-delà et qui tient lui-même debout, et dans ces cas-là, ça marche pas. Dans ces cas-là, si on creuse, tout tombe. Alors que dans la foi autrui, bah non, ça peut toujours tenir debout. Donc voilà, c'est peut-être très subjectif ce que je vous dis là, et on parle à moitié plus de ma psychologie que du livre ça, mais comme je vous ai dit, avec toutes les années qui sont passées, le point où ça m'a influencé, et c'est personnel pour moi de le relire, j'ai l'impression de revoir des étapes de ma vie défiler, autant que je redécouvre une œuvre de fiction, donc c'est difficile de ne pas parler de choses très personnelles quand on parle d'un livre pour lequel on a autant de sentiments, de vécu. Et je le relis à chaque fois à plusieurs stades de ma vie et je me vois changer à travers la manière dont je le relis. Donc voilà, c'est pour ça que ça m'évoque des choses personnelles. Je pense que c'est pas complètement sans intérêt, c'est pour ça que je vous en parle. Et n'hésitez pas à faire la même chose. Moi, je trouve que savoir justement ce que chaque personne vit avec un livre, ça enrichit le livre. Et je pense que c'est ce qu'on peut espérer de mieux, à la fois en tant qu'auteur et à la fois en tant que lecteur, de former justement un tout plus vaste dont le livre est peut-être pas le centre, mais le catalyseur, quoi. C'est l'élément déclencheur du cercle. Ouais, si, dans ce sens-là, on peut peut-être dire que c'est le centre. Mais je me dis que ça l'est une fois qu'on est au moins deux autour. Après, si c'est juste entre nous et le livre, du coup, ça fait une droite et il n'y a pas de cercle, donc il n'y a pas de centre. Et s'il devait y en avoir un, le livre serait à l'autre bout du rayon et il ne serait pas au centre du cercle. C'est pour ça que j'étais dubitative. Mais si on prend plein de lecteurs qui parlent de leur expérience, oui, là, je pense qu'on peut tous former un cercle où le livre est au centre. Et puis, évidemment, il y a la fin avec Silver où Bill rend la santé d'Audra, enfin la santé mentale. Je me suis demandé si j'allais trouver ça surfait cette fois-ci. Ça m'a encore émue en tout cas. Les 2 fois précédentes que je l'avais lu, ça m'avait fait pleurer, surtout la première fois. Là, ça m'a pas vraiment fait pleurer, mais j'ai senti que j'aurais pu, que j'avais un peu les larmes aux yeux, mais j'ai pas pleuré parce que j'avais pas envie, j'étais en train de manger et ça m'emmerdait. Du coup, j'aurais pu ne pas pouvoir me contrôler, si, je me suis contrôlée. Est-ce que j'ai moins d'émotions aujourd'hui, ou est-ce que c'est parce que je le connaissais déjà, ou est-ce que c'est parce que la situation, j'arrive moins à y croire maintenant? Je me suis beaucoup dit justement, j'ai l'impression que cet espoir, je peux pas vraiment y croire, je peux pas vraiment l'accepter. J'ai ressenti un peu ce que j'avais ressenti, je vous avais dit avec Solénoïde, le côté j'aimerais bien y croire si tu savais, mais ça marche plus pour moi. Et donc c'est peut-être aussi ça qui était inférieur à avant, parce que je pense qu'avant j'y croyais beaucoup plus au fait que justement que la croyance... En gros, que si on agissait bien, qu'on était du côté de Dieu et compagnie, on pouvait obtenir une espèce d'immunité en retour. Ça peut paraître très con et très naïf dit comme ça, mais dans la fin de ça, c'est un peu ce qui est sous-entendu. Stephen King a quand même le culot de faire penser à Bill, on se rend bien compte qu'il y a plus d'histoires qui se terminent bien que le contraire, et il y a quand même quelque chose qu'on peut en déduire. Et j'ai juste aujourd'hui envie de répondre non, mec. Non, en fait. C'est juste parce que les histoires des gens qui se terminent mal, on entend moins parler. D'une part parce que les gens dont les histoires se terminent mal, s'ils sont morts, ils risquent pas d'en parler. S'ils sont dans un état ultra détruit, ils n'ont plus non plus la capacité forcément d'en parler. Et pour les histoires qui ont potentiellement des survivants qui eux-mêmes pourraient en parler, la plupart du temps, quand les histoires sont négatives, on n'a pas envie d'en parler. Et même quand on a envie d'en parler, la plupart du temps, les gens n'ont pas envie de nous écouter.
Donc techniquement, s'il y a beaucoup plus d'histoires qui se terminent bien qui circulent, ça ne prouve absolument pas qu'il y a une majorité des histoires qui se terminent bien de manière réelle. Voilà, je suis pas du tout d'accord avec cette conclusion, qu'on peut déduire du fait que beaucoup d'histoires se terminent bien l'existence de Dieu. Non, juste non, quoi. Et ça m'énerve vraiment qu'on puisse dire ça, parce que tous les gens dont les histoires se terminent mal, ils sont un peu niés à travers ce genre de phrases, et tous les gens pour qui les histoires sont en train d'aller vers une conclusion négative, est-ce qu'on leur sous-entend pas un peu que c'est de leur faute parce que s'ils étaient vraiment du côté de Dieu et qu'ils avaient suffisamment bien fait les choses, bah Dieu les aurait protégés, etc. J'ai l'impression que si. Donc merde. Même si dans les livres de Stephen King, Dieu il met aussi cher à des gens qui ont rien fait de mal et que du coup on peut se dire bon ok ils seront récompensés dans l'au-delà machin, mais ça leur fait un peu une belle jambe sur le moment. On sent que pour lui Dieu peut être dur et ça empêche pas qu'il existe. C'est ce que je pensais avant. Et donc c'est pour ça aussi que je devais me retrouver là-dedans et être très en accord avec ça et que ça me touchait particulièrement. Parce que moi aussi, mais c'est facile de se dire ça quand on a une belle vie justement. De se dire ouais, je sais que Dieu il m'est cher aux autres, mais il a très certainement des bonnes raisons. Et puis bon, voilà quoi, jusqu'à maintenant, moi quand j'ai pris cher dans ma vie, ça avait l'air d'avoir du sens. Donc probablement que ça a du sens aussi dans ces cas-là. Ouais, là aujourd'hui je peux même pas m'empêcher de dire probablement, mais à l'époque je pensais pas le probablement. Hein. J'en étais convaincue. Et Stephen King, il avait l'air d'en être convaincu aussi. J'espère qu'il s'est calmé depuis. J'en suis vraiment pas convaincue pour le coup. Ou si c'est le cas, il l'a peut-être pas fait de la bonne manière. Peut-être qu'il a été obligé de faire du déni et du coup que c'est en partie ce qui a rendu ses livres moins bien parce que quand on fait du déni, on peut moins être sincère. Alors là, c'est très méchant de ma part de dire ça, mais je dis bien peut-être. Je suis pas sûre exactement de ce qui s'est passé. Mais le fait est que ça et le fléau, c'est mes livres préférés et que globalement... j'ai l'impression de trouver plus de trucs géniaux dans les livres qu'il a écrits en étant jeune que dans les livres qu'il a écrits plus tard. Même si dans les livres qu'il a écrits plus tard, il y a plein de trucs géniaux, mais en proportion, j'en trouve plus dans les premiers. Donc par rapport à certains artistes que je ne citerai pas, dont il n'y a que les premiers trucs qui étaient cool et la suite qui était complètement insipide, c'est complètement... c'est même pas comparable. Lui, c'est toujours génial. C'est juste qu'on est passé de ultra giga génial à juste ultra génial environ. Mais n'empêche que ce truc existe. Alors après, il y a la vieillesse, la dégradation et compagnie, mais est-ce que ça suffit ? Est-ce que c'est juste ça ? Je sais pas. De toute façon, je vous laisserai juger aussi. Moi, j'ai l'impression que la plupart des gens, au fil de leur vie, sont obligés de renier leurs convictions et qu'ils ne l'acceptent pas et qu'ils font semblant que ça peut arriver et que c'est pour ça qu'ils deviennent justement creux, vides, insipides, etc. Moi, j'ai renié mes convictions. Je m'en rends compte et je peux vous le dire en face. Ça me plaît pas. Et quand les gens vont me dire « Ouais, peut-être qu'il y a 10 ans, t'étais meilleur qu'aujourd'hui », je leur dis « Ouais, ça me fait pas plaisir de l'admettre et c'est désagréable pour moi aussi d'en parler. Vous me balancez ça à la gueule, je suis au courant en fait. Mais au moins, justement, je peux le dire, je peux l'admettre. Oui, je me suis dégradée. Oui, je sais que ça va continuer. Je pense que je pourrais probablement écrire des meilleures choses en étant capable de l'admettre que si je faisais semblant d'être toujours celle que j'étais avant et que j'essayais juste de me balader en sauvant les meubles, en sauvant les apparences, en faisant genre regardez ma façade, elle est toujours là, avec rien derrière en fait. Là, je préfère vraiment dire non mais les gars, je suis complètement en ruine à l'intérieur, vous imaginez même pas à quel point. Et du coup, les gens préfèrent ne pas aller regarder et me dire oh bah t'étais mieux avant. Bah si vous voulez, hein. Si vous voulez, mais au moins moi-même j'ose encore regarder à l'intérieur de moi-même. Donc après vous faites ce que vous voulez, mais si vous osez plus regarder à l'intérieur de vous-même, vous allez forcément écrire des trucs moins profonds. C'était mon petit reproche. Maintenant, comme je vous dis, peut-être que je me trompe, et c'est extrêmement subjectif de ma part. C'est plus une envie d'en savoir plus que une espèce de missile que je balance avant de retourner me planquer. Je sais que ça sera pas satisfait, donc ça peut paraître facile et tirer sur l'ambulance de dire ça, mais je le fais comme ça me vient. Et avec toute l'affection et l'amour que je peux avoir pour Stephen King, pour l'écriture, pour le fait même justement d'avoir cette honnêteté d'aller affronter ses peurs et d'extraire des trucs assez sombres et dégueulasses de soi-même et d'essayer de trouver comment vivre avec, que ce soit en trouvant de la beauté à l'intérieur ou en les foutant par terre et en les piétinant et en gueulant crève connerie. Dans tous les cas, essayer de survivre à ces trucs-là, c'est vraiment ce qu'on essaye de faire et ça mérite un respect infini. Et je veux vraiment pas qu'on pense justement que je manque de respect ou quoi que ce soit quand je fais des critiques, parce que c'est pas du tout mon but. Je le fais comme je m'en ferais à moi-même, quoi. Donc voilà, encore une fois, je me suis énormément éloignée du sujet, mais je vois pas comment faire autrement avec ce livre. Et donc je vous disais, ouais, Silver, la fin, la foi, c'est naïf, mais c'est beau. Voilà, ça me donne toujours envie de pleurer, même si maintenant je le fais plus. Tout ça, c'est très très significatif.
Je sais pas, vous, ce que ça vous ferait. Le fait de foncer comme Bill le fait, ça aussi, on se dit, ça demande de quel genre de foi. Est-ce que c'est en soi-même ou est-ce que c'est en Dieu? J'ai l'impression que c'est en Dieu. Et que Dieu, comme le dit Mandax, souvent les gens qui pensent à Dieu s'activent les mêmes parties de leur cerveau que quand ils pensent à eux-mêmes. Et ils s'en rendent pas compte. Mais le fait qu'ils s'en rendent pas compte est extrêmement important parce que justement, les gens ne seraient pas capables des mêmes prouesses qu'ils font grâce à la foi s'ils avaient foi uniquement en eux-mêmes. Et ça, c'est à la fois très triste et très intéressant. Et je pense que c'est là dont il faut absolument qu'on apprenne quelque chose et qu'on trouve une manière de sauver ce qu'il y avait de bon justement dans la foi et de le recycler, d'en faire autre chose. Parce que réellement, je pense que si moi j'arrive toujours pas vraiment à me passer de Dieu, à sortir du rapport soit regretter celle que j'étais avant, ou soit avoir envie de lui foutre des tartes, et ben c'est justement parce que j'ai l'impression qu'il y avait quelque chose là-dedans que je pourrais pas retrouver ailleurs et qui est une force et que ce serait dommage de la perdre. Et je pense que plein de gens ne s'imaginent pas vivre sans Dieu parce qu'ils s'imaginent pas vivre sans cette force, justement. Parce qu'ils se disent qu'ils tiendraient pas debout sans ça. Et je pense il faut vraiment trouver la solution là. Alors là, on est complètement sorti de ça et on est complètement dans un problème existentiel. Mais je peux pas m'empêcher d'y penser en lisant ce livre. Et c'est une question qui sera toujours extrêmement présente quand je parlerai de Stephen King, vu qu'il est extrêmement porté sur le rapport à Dieu et à la foi. Donc voilà, je vous en parle. De toute façon, on est là pour parler de livres, mais je peux pas m'empêcher de parler de mes problèmes philosophiques, donc vous me direz ce que vous en pensez. J'espère que vous me direz ce que vous en pensez. Je pense que vous risquez de ne pas le faire, mais j'espère. En tout cas, voilà. J'aurais très certainement pu parler de ce livre pendant encore plusieurs heures. Malheureusement, je pense que je vous perdrai à un moment si je le fais. Je pourrais vraiment faire, comme je vous disais, des petits épisodes détaillés d'1 quart d'heure sur plein de détails, sur les personnages, sur comment ils en sont arrivés là. Vraiment, je pense à tout ce que font les gens sur l'univers d'Harry Potter. Sai avec ses fiches de personnages qui dit il faut voir l'histoire de chacun de leur point de vue. On pourrait clairement faire ça avec tous les personnages de ça et ce serait intéressant. On pourrait parler de le fonctionnement justement de ça, le fonctionnement de la foi, le fonctionnement de plein de trucs, le fonctionnement de la tortue, de l'univers, le macro-univers, le macro-univers avec l'univers normal, le lien entre les deux, toutes ces choses, la manière dont ça se connecte à l'esprit humain, etc. Ça pourrait vraiment nous faire parler pendant des heures. Et c'est ça qui fait aussi que ce livre est génial. Même s'il y a plein de choses qu'il a piquées à Lovecraft, on s'en fout. Elles n'avaient pas été épuisées. Et elles le sont toujours pas. Donc d'ailleurs, si les gens veulent les reprendre, mais qu'ils les reprennent. Franchement, les sujets comme ça, où je vous dis, si on voit toutes ces zones d'ombre, tout ce flou autour, ça veut dire qu'on peut encore en faire des choses. Et pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement enthousiasmant de voir tout ce potentiel de création qu'il y a autour d'un univers. J'espère bien que Stephen King est pas adepte du copyright et des droits d'auteur et de toutes ces merdes qui veulent... qui sont là juste pour le capitalisme, pour que les gens s'enrichissent, etc. Alors vous allez me dire, oh non, si tu parles là-dessus, on n'est pas rendu. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que j'espère qu'il serait pas vexé et qu'au contraire, il verrait vraiment la beauté, la confiance et l'amour qu'il y a si jamais des gens ont envie de reprendre ses propres concepts et de les mettre dans leur propre œuvre. Parce que c'est ce que lui, il a fait avec Lovecraft et il va pas lui donner des droits à lui ou à ses descendants, c'est bon, on s'en fout. Justement, le seul droit, je pense la seule chose qu'on doit aux artistes qu'on pille, c'est justement l'amour, le respect et le fait d'être perfectionniste sur nos œuvres, essayer de faire du mieux qu'on peut avec ce qu'on leur a pris. C'est juste ça, c'est le respect, c'est tout. Réellement, quoi. Merde, l'argent et tout, on en a besoin pour vivre, mais pas au-delà. Arrêtez un peu vos conneries, quoi. La propriété intellectuelle, ça n'existe pas. Déjà que la propriété physique, c'est vachement discutable. On en a besoin pour notre santé mentale dans une certaine mesure. Mais c'est déjà une fiction. Alors la propriété intellectuelle, arrêtez un peu, quoi. Merde. Donc voilà, je vais éviter de repartir dans un énième débat. Sinon, dans 3 heures, on y sera encore. Sur ce, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez, sauf si c'est de la merde. Et dans ce cas précis, encore une fois, j'ai presque envie de vous dire même si c'est de la merde, parce que j'ai vraiment envie d'en parler de ça. C'est vraiment un livre dont je pourrais parler à l'infini. Je sais pas. C'est toujours difficile de dire qu'on peut faire quelque chose à l'infini, parce que c'est pas prouvable. Mais en tout cas, ma réserve est loin d'être épuisée. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez, quelle que soit la nature de ce que vous pensez. Et sur ce, moi, je vous dis à la prochaine.